On est tous d'accord, non? C'est vachement bien, voilà, super. On dit que le public ne croit plus du tout aux héros à notre époque. Je m'en contrefous. Avec toi, Max, on va leur montrer ce que c'est que des héros. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma aujourd'hui dans une formule exceptionnelle puisque nous sommes au cinéma Le Grand Action à Paris, notre partenaire dans cette folle entreprise que nous venons de vivre, notre marathon Mad Max, une journée entière sur les traces du héros de George Miller dont nous venons de revoir l'intégralité des aventures, les 4 films. Et maintenant qu'on est bien essoré comme il faut, on va en parler. Rogatinski, j'écoute. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Et pour ce faire, je ne suis pas tout seul, autour de moi avec de vigoureux aigles de la route, Stéphane Moïsakis, que je vous demande d'applaudir bien fort. Daniel Andreev, David Honora, Rafik Djoumi, Jean-Vic Chaput et Yannick Daran. Et merci à tous donc d'être là, à vous public qui êtes présent, à vous qui nous écoutez, et surtout donc au public qui a vécu avec nous cette journée. Première étape, Jules, c'est quand tu veux pour le premier extrait. Hé, arrêtez-vous! Oh! Vous entendez, oui? Bah, il lui manque une case. La première étape, c'est évidemment le premier film Mad Max, l'original, 1979, et pas une ride, un revenge movie, un western du bitume. Moi, j'ai pris le même pied qu'à chaque fois, ça vieillit quand même très très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, là, qui vont toutes très très bien alignées à côté de moi. Stéphane, tiens, toi qui rigoles à côté de moi. Pourquoi Je sais Pourquoi pas, moi c'est Pourquoi je dois commencer? T'as une tête de victime. Ce qui est formidable avec Mad Max, c'est que c'est un film australien, pur et dur dans la façon dont il a été conçu. Un film de casse-cou, c'est-à-dire un film avec des cascades qui ont été faites à l'arrache, quoi, avec des vrais cascardeurs fous qui ont vraiment donné leur personne pour le film. Certains ont été blessés d'ailleurs sur le Voilà. tournage. Et voilà. Et le truc, ça se voit dans le film, on le voit il y a carrément des plans où le type se prend la roue sur la tronche, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est devenu un vrai phénomène mondial. Rafik. Tout de suite. Ouais, tout de suite. T'as le micro dans la main, je suis désolé. Et ce qui est intéressant avec le premier Mad Max, c'est qu'il est le seul survivant d'une vague qu'il tentait d'émuler, puisque c'était dans les années 70, les Australiens faisaient ce que les Américains appelaient de la houseploitation, qui est donc, comment on pourrait dire, des films de pecno australiens. Enfin, en gros, c'était ça, quoi. Et il y avait un certain nombre de ces films qui étaient les films de bikers. Donc la production de Mad Max s'est montée sur la promesse de faire un de ces films de bikers qui était assez rentable, mais qui passait à l'époque dans ce qui était les équivalents de drive-in, quoi. Il n'avait pas l'espoir d'avoir une carrière en dehors de ça. Donc effectivement, sa carrière internationale était complètement stupéfiante. Et c'est notamment le marché du film à Cannes qu'il a vraiment fait sauter, parce que donc au marché du film à l'époque, on avait déjà pas mal de ces films qu'on retrouvera dans les vidéoclubs des années 80, qui sont des films d'exploitation vraiment. Et celui-ci les a complètement transcendés, quoi. Notamment par sa séquence d'ouverture, parce qu'il faut savoir, au marché du film de Cannes, c'est un très bon signe quand les gens sortent de la salle précipitamment. Et dans les 10 premières minutes, il y avait des gens qui se barraient de la salle à toute berzingue. En fait, ça veut dire qu'ils partent signer les contrats le plus vite possible avant que quelqu'un d'autre les prenne. Il faut savoir ça, parce que des fois on a des surprises quand on est tout seul dans la salle, on se dit tiens, mais pourtant le film est vachement bien. Donc voilà, ça a été un carton du marché du film. Est-ce que c'est à Cannes que les gens ont été tellement choqués par la violence du film qu'ils ont cru, lors de la fameuse scène où la femme de Max se fait poursuivre par les motards, ils ont cru que la tête du gamin roulait? Non, ça c'est la critique qui a cru que la tête, parce que les gens qui travaillent au marché du film, les acheteurs de films sont généralement des gens qui savent regarder les films. La critique, elle, sympa pour la profession, qui était à l'époque dans les culottes de Piala et de l'arbre au sabot et de... ça fait marrer. Il y a deux qui ont capté la référence. Elle n'avait pas l'habitude non plus de voir des films aussi cut, et donc a cru effectivement voir des plans qui n'étaient pas là. Mais donc voilà, le fait que le film est soit complètement sorti de la vague dont il était... Il faudrait imaginer aujourd'hui, c'est l'équivalent par exemple d'un film d'horreur en fan footage. Voilà, on en a tout le temps, ça marche bien, ça roule bien, et tout d'un coup il y en aurait un qui serait tellement un carton cosmique qu'on oublierait qu'il fait partie de cette vague. C'est un peu ça le premier Mad Max. Daniel. Eh bien écoute, Mad Max, moi j'ai pas vu Mad Max 1 à l'époque, je suis trop jeune, je suis désolé. 79, mais moi ce qui est particulier avec ce Mad Max, d'abord quand je l'ai revu, je me suis rendu compte à quel point il était différent de celui de ma mémoire, c'est-à-dire que moi
Je vois Mad Max 2, je vois le monde post-apocalyptique. J'ai vu les clips de Tupac, tu vois. Ouais. Je vois exactement je vois toutes les copies de Mad Max dans ma tête. Et moi, la particularité, c'est que j'ai découvert presque Mad Max en même temps que Ken le Survivant, qui est le gros clone de Mad Max. Et du coup, c'était très particulier, tout se mélangeait dans ma tête. Et quand j'ai revu Mad Max avec un regard d'adulte, je me suis demandé, mais quand est-ce qu'il vient le kung-fu ? Quand est-ce qu'ils viennent les coups spéciaux ? Et c'était très bizarre de revoir, surtout Mad Max 1, du coup, qui est un vrai pur revenge movie, comparé au post-apocalyptique porn de la suite. Enfin, il a créé littéralement un monde complètement unique. Et donc tout le monde s'est inspiré après, quoi. David, qui est juste à côté. Alors moi, je l'ai découvert encore différemment de mes collègues, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Et du coup, moi, ce qui me marque particulièrement avec Mad Max 1, c'est quand même sa radicalité, quoi. Il y a, la violence, au-delà de la violence visuelle, c'est aussi la violence des situations, que ce soit la scène de fin, où on laisse le type avec sa scie, ou même le rapport à la famille et à l'enfant de Max. Ça paraît, pour moi, être des situations qui, même aujourd'hui, pour moi, sont d'une violence incroyable. En revanche, on sent quand même que c'est un film fauché et qu'il arrive à tirer le meilleur de très peu de moyens. Tout à l'heure dans la salle, il y avait une spectatrice de 80 ans qui l'avait vu à l'époque en 79 qui est revenue le voir aujourd'hui, qui dit « Ah, ça manque ce genre de film ». Comme quoi, c'est quand même assez super. Yannick, je sens que tu trépignes. Non, je trépigne pas, mais... Parle dans le micro, s'il te plaît. Ouais, non, ça je sais pas faire, parler dans le micro. Il y a un truc tout con que personne ne dit, et je pense qu'en réalité... Et tu vas le dire. C'est que le mec, il a réussi à créer une mythologie de la caisse et de la route comme on n'avait jamais vu avant. Le vrombissement des moteurs, les caméras foutues à ras du sol en bombant, le type qui arrive et qui dit « je suis l'aigle de la route ». On débarque dans un commissariat de flics avec le mec le plus badass de la planète qui est rasé, qui est une masse. Et tout d'un coup, moi j'avais l'impression d'avoir un mec qui avait pris les grands espaces vierges américains dans lesquels on avait pu raconter 1000 histoires dans le western et se dire mais je vais faire la même chose, mais à la place des stagecoach, je vais mettre des grosses caisses qui vrombissent. Et ça y est, dès le premier. C'est-à-dire qu'effectivement, il a créé un monde post-apocalyptique derrière, mais dès le premier, cette fascination, elle vient pas de nulle part, parce qu'il le dit, George Miller, c'est un fan de caisses, un fan de tuning, c'est un mec qui a bidouillé des caisses pendant sa jeunesse, et l'amour de ça, le kiff du carburateur, le truc, j'adore. Et ça, on se le prend viscéralement dans la gueule, c'est que ça parle aux tripes. Jean-Vic. Alors moi, le premier Mad Max, en fait, je suis un peu comme mes camarades. Comme c'est sorti en 79, j'étais très 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 jeune. Donc moi, je l'ai découvert... Sur le tard. Et c'est vrai que quand je l'ai vu il y a 4 ans, c'est ce qu'on dit. En fait, moi, ce qui m'a sauté à la gueule immédiatement, c'est le manque de moyens, quoi. Je crois que le budget du premier film, c'est 300 000 ou 400 000 $, quoi. C'est vraiment c'est minuscule. En plus. Et de ce manque de budget, il y a plein de petites trouvailles, il y a plein de travail sur le son. Il y a une urgence qui est folle. Et comme moi, avant d'être journaliste ciné, je venais de la musique. Ça m'a immédiatement plu, ce premier Mad Max. Ça m'a immédiatement sauté à la gueule, parce que ça m'a fait penser à tout ce que j'aimais dans les albums punk, les premiers albums punk de 1977, des types qui finalement, des groupes qui arrivaient avec une connaissance extrêmement, on va dire, rudimentaire de la musique, 3 accords et puis on y va, 3 accords mineurs, et on envoie tout, on envoie un sous-texte politique, on envoie de l'urgence, et voilà. D'ailleurs, ça a influencé pas mal d'artistes punk, mais peut-être encore plus le Mad Max 2, dont justement on va parler tout de suite. Il faut que tu viennes, mon gars. C'est là où on va s'installer, le paradis, à 3000 km d'ici. La mer bleue, des masses de soleil, et tout ce que t'as à faire, c'est procréer, hein? Nice 981, Mad Max 2, le défi en France. On change de braquet, on sort les gros engins. Ce film, c'est toujours un peu casse-gueule de le résumer, tellement c'est avant tout une expérience visuelle. On va dire que c'est une pierre angulaire du cinéma d'action et du cinéma tout court, que sa virtuosité, là encore, reste particulièrement fraîche. Je pense que vous ne direz pas le contraire, tous autant que vous êtes. Jean-Vic. Mad Max 2, curieusement, c'est peut-être celui qui me touche le moins, parce que je trouve qu'effectivement, il y a il faut bien. Putain, t'es viré. Faut bien un peu de mauvaise foi. Non, parce qu'effectivement, je reconnais l'extrême virtuosité, la réalisation, toutes les prouesses sur les courses de voiture, mais je trouve que par rapport au 1 et au 3, qui ont quand même un petit, et le 4, encore mieux, ont quand même ce sous-texte politique qui, moi, me branche énormément, quoi. C'est cette espèce de façon de prophétiser
un monde, d'être un peu raccord avec les événements du monde. Je trouve que le 2 Tu le retrouves pas là-dedans. est un grand film, mais je vois beaucoup de réalisations et moins de prise sur le monde, donc ça me touche moins. Yannick, t'étais prêt là, t'étais chaud. Oui, là. non, mais je peux comprendre tout à fait ça. Juste le terme qui m'embête un peu, c'est le terme politique. Après, il revêt. Ça, quand même. Ouais, mais ça revêt des choses très différentes en fonction des gens. Je peux pas arriver à considérer que le 1, le 3 et le 4 puissent être politiques sans que le 2 le soit, entre guillemets, si tu veux. Moi, je le définirais pas comme quelque chose de politique. Ils ont une résonance. Si tu veux. Merci. Mais non, mais c'est pas ça. Moi, je te dis juste. Personnellement, moi, j'y vois plus à chaque fois alors on peut considérer ça politique, hein, certes, mais une réflexion sur la condition humaine de manière beaucoup plus large qu'un ancrage dans une réalité ou dans un temps donné. C'est le propre du 4. Ça l'est peut-être d'ailleurs moins du 1, mais à partir du moment où tu crées une mythologie, à partir du moment où tu crées un monde, tu parles de l'humanité, c'est une métaphore, une allégorie, ce qu'on veut. Le 2, le mouvement du scénario, c'est le chemin de vie. La poursuite, ce n'est pas une poursuite. C'est pas une scène d'action, c'est le mouvement d'une humanité. Et on ne peut pas regarder non plus simplement les 4 Mad Max de George Miller sans regarder le reste de la filmographie de George Miller qui, de Happy Feet 2 à Lorenzo, sont toujours beaucoup plus vastes que leur sujet. Et la crevette qui va changer le monde dans Happy Feet 2, tu vas trouver des parallèles dans Mad Max aussi sur des personnages improbables, sur ce petit garçon revenu à l'état sauvage, genre l'enfant sauvage, c'était pas... ne pouvait pas faire plus clairement marqué là-dedans. Et il y a des tonnes d'éléments comme ça. Quand je parle de conditions humaines, c'est la grande force de George Miller, c'est d'arriver à toucher à des choses qui sont plus grandes que nous, qui nous touchent tous. C'est ce que disait Rafik tout à l'heure quand il évoquait les chevaliers, les cow-boys ou autres, et qu'on a retrouvé tout d'un coup des guerriers de la route. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de cette mythologie qui nous touche, qui nous importe, qui pose des questions fondamentales par rapport à l'être humain. Dans Mad Max 2, c'est comme les meilleurs films, les plus grands films de zombies, en fait. T'as pas besoin de te dire, à partir du moment où tu as posé avec une intelligence hallucinante les 4 éléments de ton contexte et que tu as mis 3 détails là où il faut, qui sont porteurs de sens, tout y est. T'as pas besoin d'en rajouter derrière. Moi, j'ai une première scène, j'ai un mec qui va grappiller au sol 3 gouttes d'essence. Ça me dit tout sur le monde. Et ce mec, il a juste besoin de ça pour te le dire. Là où d'autres vont t'en tartiner des caisses. Et c'est toute la puissance, toute la résonance qu'ont ces films, avec des fois une idée de mise en scène posée comme profession de foi dans une première scène du film. C'est merci, au revoir, je t'ai tout donné. Et maintenant, tu l'as et tu le prends viscéralement. Tu peux l'interpréter de 1000 façons, de façon politique, de façon philosophique, de façon mythologique, ce que tu veux, mais il donne les clés immédiatement, et en général, elles sont extrêmement consistantes à travers tous ces films. Graphique. Oui, je vais juste faire une petite note d'histoire par rapport à la France et l'accueil des Mad Max en France. Ouais. Donc il faut savoir que le premier film, qui était donc un petit film, donc soutenu par un petit distributeur, avait été menacé d'une classification X, ce qui l'aurait obligé à passer dans des salles spécialisées dans le cinéma X. Et pour éviter ça, le distributeur n'a pas eu d'autre choix que de couper, de charcler même le film. Donc il est sorti charclé et interdit aux moins de 18 ans. En France en 80. En 82, le gouvernement Mitterrand était arrivé et en gros ils avaient assoupli un peu cette histoire de Xage des films non porno et donc il était temps de pouvoir ressortir la version intégrale du premier Mad Max. Donc le public en fait français a eu l'opportunité de voir à une époque où la vidéo était pas encore très développée, a eu l'opportunité de revoir le premier Mad Max l'année où allait arriver le 2. En plus dans une version donc uncut et il y a eu un choc à la sortie du 2 qui en plus est sorti au mois d'août, ce qui à l'époque était en France un peu une période creuse en fait. En général, à cette époque-là, c'était des reprises essentiellement de classiques dans les salles. Et ça a été un carton. Parce qu'on pensait que les gens n'iraient pas voir des films en été. Voilà. On pensait ça à l'époque, donc, parce qu'ils ont trop le temps. Donc, en gros, il n'y avait que Mad Max 2 à voir quoi, comme nouveauté dans les salles au mois d'août. Et ça a été évidemment un carton. Et ça a été un choc pour le public parce qu'évidemment, il y a un pas entre le premier et le deuxième qui est énorme, puisque le premier film, on est encore dans un film
entre guillemets rattaché à notre monde, et dans le 2 on part complètement ailleurs, et notamment par sa scène d'ouverture, en tout cas par la narration, le choix de la narration d'ouverture, qui est une sorte de Il était une fois, où on voit les images de notre actualité, enfin de ce qui était l'actualité de 82, passer au noir et blanc sur un écran carré, pour ensuite s'ouvrir en cinémascope sur un ailleurs en fait. Et là, on a vraiment appuyé le caractère mythologique du truc, c'est un peu l'équivalent de l'ouverture de Star Wars, il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine. Et donc, pour un public qui avait pu revoir le premier juste avant, ça a été un certain choc. Moi, je suis suffisamment vieux pour avoir vécu l'époque de la sortie du 2. C'est ça, tout ce que tu nous préparais là, c'était pour nous dire ça. Voilà, c'était mon coming out. Et c'est la première fois que j'ai pu me rendre compte de l'incroyable disparité entre un phénomène populaire, un phénomène culturel populaire, et ce que les médias en retenaient ou n'en retenaient pas. C'est-à-dire que c'était un carton, c'était un impact culturel évident, et c'était absolument et totalement et intégralement ignoré. Mais quand je dis ignoré, il y avait une émission de radio qui, à la fin de l'année 82, avait consacré 1 heure au cinéma fantastique. Ils avaient donc parlé pendant 30 minutes de Malville de Christian de Challonge. Ils avaient consacré à peu près 1/4 d'heure à tout le reste, Blade Runner, E.T., Poltergeist, The Thing, enfin, tous ces machins-là. Et pendant le générique de fin de l'émission, donc il y avait le jingle qui était en train de tourner, quelqu'un qui fait « Ah, je crois qu'on a oublié Mad Max 2 ». Et c'était fini, l'émission s'est arrêtée comme ça. Quoi. Ça donne une idée vraiment des gens qui voulaient parler de l'année 82 du fantastique, et on a oublié Mad Max 2. Et ça, il y avait une disparité dingue. Quoi. Et c'est un film dont la mythologie s'est inscrite dans le zeitgeist populaire, mais alors avec une force inouïe, sans passer du tout par le haut de la pyramide. C'est vraiment très intéressant. Et donc, pour la sortie de ce film, George Miller avait donné une interview à l'Écran Fantastique, dans laquelle il parlait de la mythologie comparée et de Joseph Campbell notamment, qui est donc un érudit autodidacte qui avait, pour résumer, qui avait écrit un livre sur ce qu'il appelait le monomythe. Le héros aux 1000 visages. Voilà, le héros aux 1000 visages, merci. Et donc à travers cette interview, on pouvait déduire que entre le 1 et le 2, Miller, tout d'un coup, s'était plongé assez explicitement dans ce travail sur la mythologie. Stéphane ? C'est un film qui a créé une imagerie reprise, qui s'est imposée. Hein. Le personnage du Mongoose, il fait passer, Darth Vader et tous les méchants pour des pisseuses, quoi. La violence du film, Comme tu y vas. Non, mais la violence du film est assez incroyable. Moi, je sais que quand j'étais gosse, la violence du film m'avait marqué. Mais pourtant, le film n'est pas si graphiquement violent que ça, en fait. Et c'était peut-être un des premiers films où je me suis rendu compte que la violence émanait vraiment des personnages même du film. Moi, j'ai le souvenir de 2-3 scènes d'une cruauté, à mon sens, inégalée aujourd'hui. Il y a une scène de viol horrible, où le type, en fait, une fois qu'il s'est servi, il filmé à travers effectivement la longue vue. Une fois qu'il s'est servi, il tue Et moi, en tant que gamin, j'ai fait c'est ignoble. Et ça m'avait énormément choqué. Il y a le fait qu'il y a toute cette imagerie aussi, gay unfriendly, j'ai envie de dire, parce que le truc, c'est que c'est assez violent la façon dont c'est utilisé, la façon dont il se moque du mec qui se fait couper les doigts. Enfin, c'est un film sous tension assez énorme, quoi. Et pourtant, c'est pas si violent que ça, parce que les gens reprochent ça à Mad Max 4 aujourd'hui en disant c'est pas si violent que ça, mais Mad Max 2 ou même Mad Max 1, c'était pas ça non plus, quoi. Par contre, la tension était là. Et la grosse différence pour moi entre Mad Max 2 et Mad Max 4, c'est qu'ils sont, à mon sens, assez jumeaux. Oui. Mais on reviendra sur Mad Max 4 dans l'absolu. C'est que c'est un film qui a été fait par une personne qui a 70 ans, Mad Max. Donc avec une sagesse, là où Mad Max 2 est fait par un jeune homme de 35 ans, je pense c'est extrêmement en colère, un médecin de surcroît, parce qu'on n'en a pas parlé. Il a une expérience en fait, de la mort et ce genre de choses. Et cette colère et cette violence, elle est dans Mad Max 2, et c'est aussi ce qui en fait un film aussi, je pense, polarisant, quoi. Même si les gens aujourd'hui reconnaissent la qualité du film, c'est pas forcément un film agréable. Enfin, c'est génial, mais c'est pas forcément un film super agréable à voir sous ce prisme-là, quoi. Daniel ? Écoute, ils ont déjà un peu tout dit c'est vrai. Sur les archétypes. Toi, tu parlais justement de l'archétype du film de samouraï, et quand j'ai revu Mad Max 2, ça m'a fait beaucoup penser à Kurosawa, en fait. Je me disais, putain, il y a vraiment beaucoup de Yojimbo là-dedans, avec les courses-poursuites en plus. Et toi, tu disais, pas très violent, il y a quand même des scènes de crucifixion qui sont un peu... Je l'ai vu à 12 piges, tu vois, le film, et je me dis, merde, si j'avais un gamin, je me laisserais pas regarder, tu vois. Et il y a un truc, juste pour ajouter par rapport à vous tous, on parle beaucoup de Miller, mais alors, ce film-là, c'est vraiment celui-là qui m'a fait le choc de Mel Gibson. On parle beaucoup de Mad Max, mais alors, Mel Gibson, il tient tellement le rôle, il a une telle animalité, il est tellement sexy. Non mais sans déconner, je comprends exactement pourquoi le mec était considéré comme l'acteur le plus sexy du monde à ce moment-là.
il tient tellement le rôle, il l'habite complètement. Et même quand tu le revois aujourd'hui, même vieux et tout, il a cette espèce de truc vraiment cabot, tu vois. Et c'est vraiment, il se laisse pas faire, même à, je sais pas, il a quel âge aujourd'hui? Il approche la soixantaine. Ouais, même dans Expendables 3, qui est pourtant bon. On dira ce qu'on veut sur Expendables 3. Mais lui, il est génial. Il a ces 5 minutes où il a vraiment. Il est badass, quoi. Et je pense que c'est le film qui l'intronise superstar. Et faut pas l'oublier parce qu'après, on a une tendance à. On va reparler ensuite de Tom Hardy et tout ça, mais lui... Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. C'est juste pour nuancer un peu ce que tu dis, Steph. Mais qui est vrai, puisque tu dis que c'est un film extrêmement sous tension, c'est vrai. Peut-être pas violent graphiquement autant qu'on l'avait imaginé, mais extrêmement violent dans l'esprit sur certains aspects. L'air de rien, Mad Max 4, c'est la même chose. Il y a des choses extrêmement dures dedans. Seulement, il y a toujours une dimension ludique dans les Mad Max. Ça a beau être extrêmement nerveux et sous tension, Mad Max 2, t'as quand même énormément de petits éléments. La construction héroïque du personnage, comme tu le dis, la façon dont il est filmé, la façon dont il utilise des contre-plongées pour le valoriser. On est quand même on a des artifices de pur cinéma de genre ludique, mêlés à une vision d'anticipation qui est très très noire, et en même temps des personnages qui sont profondément cruels les 3/4 du temps. Donc c'est cette alchimie aussi qui fonctionne, qui fait qu'à la fois c'est dur et sous tension, en même temps on est en jouissance permanente, même pendant le 2. Mais moi ça je le remets pas en question. Ce que je précisais spécifiquement, c'est que je pense que c'est facile de mettre le film de côté, de dire c'est un film comic book fun, marrant, en tout cas c'est un film kiffant à voir, et ne pas justement y voir la noirceur, ou juste la refuter pour dire ça ne peut pas être un grand film parce qu'il y a cette noirceur là, et l'homme ne peut pas être si fondamentalement noir. Oui, d'accord. Et c'est super. Alors on continue, 3e étape. La loi du dôme est simple. Attrapez les armes, battez-vous comme bon vous semble. Ici, vous n'enfreindrez pas les règles. Il n'y en a aucune. 3e étape, et pas des moindres, puisque nom de Dieu, qu'est-ce qu'il est bizarre ce film, Mad Max 3, Au-delà du dôme du tonnerre, 1985. Moi je l'avais pas vu depuis très longtemps. Il y a plein de belles idées, l'univers est toujours raccord, mais par contre il y a aussi plein de problèmes. Tina Turner par exemple qui joue quand même super mal, et la musique de Maurice Jarre qui m'a fait mal à ma France. Ça déconne quand même, mais j'ai envie que tu avais l'air de dire que toi tu avais une petite passion, un petit amour quand même pour ce film. Après j'ai absolument pas un avis de cinéphile sur Mad Max 3, mais en fait moi j'aime juste ce film quand je l'ai vu, parce que je vois tout le chemin parcouru entre le 1 et le 3, et c'est presque de la mauvaise foi, mais effectivement Tina Turner joue mal, la musique est trop forte, les costumes sont too much, les coiffures on n'en parle pas. Enfin il y a un truc un peu de... Je vais reprendre l'analogie de la musique là, tout à l'heure sur le premier Mad Max qui me faisait penser à un bon premier album de punk. Le Mad Max 3 il me plaît parce qu'il me fait penser à un album un peu rigolo d'un groupe de new wave vieillissant, quoi, qui donc on va dire les Cure, quoi. C'est à la même période, Robert Smith a peut-être les cheveux les plus épais de toute cette période. Le maquillage est vraiment très très souligné. Mad Max 3, je trouve que me fait un peu le même effet de trop de maquillage, trop de cheveux, trop de boursouflure. D'un autre côté, je trouve que ça se prend moins au sérieux que Mad Max 2, quoi. J'ai plus de tendresse pour ce film. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être de la mauvaise foi. Enfin, moi j'ai l'impression d'un vieux monsieur indigne qui se relâche un peu, quoi, qui s'amuse, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa vie en ce moment. Ce qui se passe dans sa vie en ce moment, c'est qu'il il perd son producteur Byron Kennedy, qui était un maillon essentiel sur le plan créatif des 2 premiers Mad Max. Du coup, en fait, il se retrouve avec un film attendu, qui est probablement le seul film attendu produit en Australie, en tout cas attendu par le reste du monde, sans l'homme qui l'a tenu jusqu'ici, et pas seulement tenu. Byron Kennedy avait vraiment un investissement créatif dans le process. Voilà. Il le cadrait, il l'aidait, c'était presque un frère, quoi. Donc il est quand même dans une position délicate de devoir livrer un blockbuster international dans un pays qui n'est pas habitué à en faire, sans l'homme qui l'a accompagné jusqu'ici. Et après, au niveau
thématique, il y a encore un truc qui va choquer quand le film va sortir, c'est que c'est pas une suite et que le public va aussi un peu s'y perdre. C'est d'ailleurs un peu paumant parce qu'il y a un acteur du 2 qu'on retrouve dans le 3 qui joue un rôle qui ressemble Tout à à son fait. rôle du 2 mais qui n'est pas le même. Tout à fait. Mais pour aller encore plus loin, Mad Max 2 n'est pas la suite du premier non plus. C'est-à-dire qu'en fait, chaque film fonctionne comme une espèce d'histoire racontée. Le 2 est raconté par le Feral Kid, donc c'est les souvenirs du Feral Kid d'un personnage qui s'appelait Max, et le 3 est en fait la mémoire de la tribu d'enfants. Comme on aura dans le 4 toute cette mythologie autour de ce qu'ils appellent les World Burgers. Oui. Les mots écrits dans la chair. Donc c'est dans la lignée de ce qui obsède Miller donc à cette époque, et ce que je disais tout à l'heure, là, ces récits qui nous viennent de la nuit des temps et qui ont été re-racontés, retravaillés, etc. Les personnages changent, etc. Mais les archétypes restent. Et dans les Mad Max, ça fonctionne de la même façon. À chaque film, il y a une nouvelle cosmogonie. Et dans cette cosmogonie, c'est une façon de raconter les mêmes choses, en fait, mais avec différents mots. Mais ça, comme c'est pas explicité, ça va troubler le public. Et puis, pour rester un peu sur la mythologie, le 2 est basé sur on va dire sur des mythologies indo-européennes, donc plutôt aryennes. Le look de Max dans le 2, notamment avec son œil crevé, c'est une référence à Odin et ce genre de choses, alors que le 3 est un film beaucoup plus sémite dans sa structure, parce qu'on a vraiment l'histoire d'un messie, en fait, c'est ce que les enfants ont décidé de voir comme un messie. Et Mel Gibson se retrouve avec les cheveux longs, et on est dans le désert, il y a des chameaux, il y a tout un... Il est fringué comme Laurence d'Arabie. Voilà. Et donc ça aussi... C'est Maurice Jarre qui a fait la musique de Laurence d'Arabie, tout fait sens. Voilà, évidemment, le public qui va voir le 3, il s'attend à voir la suite du 2. Donc il va rester dans la même imagerie, dans les mêmes archétypes, dans le même type de récit, et on lui balance quasiment autre chose, effectivement, une espèce de Laurence d'Arabie, quoi. Et ça va, on va bien sentir que même si le film marche, parce qu'il est attendu, qu'il y a un problème à l'accueil, quoi. Yannick ? Je suis complètement d'accord avec tout ce que dit Rafik. Pour moi, là, on touche pas simplement au cœur de Mad Max, on touche au cœur, effectivement, de l'obsession de George Miller, parce qu'on la sent dans un film comme Lorenzo. C'est qu'est-ce qui nous définit ? Qu'est-ce qui définit l'être humain ? De quelle manière ? Dans les Mad Max, il va effectivement parler de récits mythologiques, il va parler de tradition orale, il va parler d'une histoire qui se réinvente à chaque fois. Bon, moi... Il me suffit que tu mettes ça dans un film pour que je surkiffe. J'ai aimé Le Reine du Feu parce qu'il y avait une scène où on racontait la guerre des étoiles à des gamins. Donc j'ai adoré le film parce qu'il touche à un élément mythologique et je trouve ça génial. Donc tous ceux qui s'emmerdent pendant la scène avec les gamins qui racontent ce qui se passe sur un mur, moi je trouve ça fondamental. J'ai l'impression que on me parle de l'homme, quoi. Et que chez Miller, j'ai toujours trouvé quelqu'un qui me parle de l'homme beaucoup mieux que d'autres. Donc j'ai énormément d'affection pour ça. Et je sais pas, mais la musique, le côté péplum, tout ça, j'adore. Je trouve que ça marche à mort. Donc tu peux toujours, tu peux toujours me dire une coiffure qui est ridicule, tout ce que tu veux. Je trouve que c'est d'une cohérence absolue avec ce que le mec veut dire de l'humanité. Il y a une petite scène qui je pense, résume bien l'importance qu'a pour George Miller la tradition du récit en tant que cœur de la motivation humaine. En fait, c'est dans la poursuite finale, lorsque les deux gamins tombent sur un vieux tourne-disque et mettent en route donc un disque qui est en fait un cours de français, où il leur demande de répéter. Et les mômes pensent avoir affaire à une espèce de maître qui leur indique des messages importants. Et donc, dans les phrases françaises à apprendre, il y a je retourne à la maison. Je retourne à la maison, tout à fait. Et les gamins se regardent parce qu'ils savent qu'ils vont retourner à la maison. Ce jeu sur le récit, c'est faux, c'est inventé, c'est des conneries. Et on peut choisir de voir cette scène comme qu'est-ce qu'ils sont cons ces mômes de croire que le disque est en train de leur donner l'avenir. Mais le récit, c'est ce qui motive, c'est ce qui va effectivement, c'est ce qui crée le will, enfin ce que les philosophes nordistes appellent le will depuis les Vikings, quoi. C'est-à-dire cette volonté de vivre, volonté d'existence, volonté de créer, de se réinventer. Et on l'a vraiment, je trouve, bien résumé dans cette scène. Et ça remet les cyniques à leur place. C'est-à-dire si tu as décidé de rire de la bêtise entre guillemets de ces mômes, tant pis pour toi. David. Il y a pas mal de choses en fait dans Mad Max 3 qui à la fois préfigurent d'autres films de Miller et puis même en fait d'autres films qui ont suivi. Donc je pense qu'il a eu peut-être plus d'influence qu'on ne croit. Notamment avec La Tribu d'enfants, on pense pas mal moi je trouve à la manière dont Spielberg a fait Hook. Et a traité les enfants perdus dans le monde imaginaire. Il y a aussi des éléments dans les règles, dans la scène du début. Je trouve que le film commence très bien. Et aussi, peut-être par rapport à ce que disait Yannick tout à l'heure, c'est vrai que
quand même les fondamentaux de Mad Max, c'est la bagnole, et peut-être que le 3, un de ses principaux défauts, c'est que ça en manque un petit peu. Et en fait, on se dit qu'une fois qu'on est sorti du dôme de tonnerre, on s'attend à partir direct dans des poursuites dans le désert, et ça arrive peut-être un peu trop tardivement pour le plaisir du spectateur. Mais il y a pas mal de choses. Peut-être que c'est le début de son intérêt pour les cochons. C'est vrai que les cochons tiennent une grande place. Qui débute dans Mad Max 3. Il y a quelques éléments intéressants. Et ouais, je voudrais revenir sur le début d'ailleurs aussi, qui fait un peu penser à... Enfin, même quand c'est pas forcément une bonne chose, mais à Hunger Games, la manière dont la mise en scène des affrontements et de l'importance politique dans le fonctionnement de la communauté des affrontements entre les individus, je trouve qu'il y a des ressemblances. Enfin, peut-être qu'ils ont trouvé de l'inspiration dans Mad Max 3, et je trouve qu'il y a déjà la scène de l'affrontement dans le dôme de tonnerre, je trouve est hyper réussie, et surtout la chute de cette scène, enfin la fin, oui, quand on soulève et qu'on voit ce qu'il y a sous le casque. Je trouve que c'est exactement ce que disait Yannick sur le questionnement de l'humain et de jusqu'où on peut aller, et en même temps qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui fait qu'on peut quand même dans toutes les situations conserver son humanité. Donc il y a quand même pas mal de choses qui, pour moi, en font un film très intéressant. Daniel ? Bah écoute, je te rejoins assez, David, là-dessus. C'est que en fait, le problème de ce film, c'est surtout qu'il était vraiment objectivement inférieur aux deux premiers, qui a vraiment eu énormément d'impact. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il y a eu le clip de Tina Turner. Et du coup, c'était pour moi le début de l'adaptation du cinéma, donc du cinéma grand spectacle, en version clip. Et c'était très bizarre de revoir l'intensité d'un film réduit à 2 minutes. En plus, je déteste la chanson. Je trouve pas qu'elle joue si mal quand même. Enfin, je sais pas, moi ça me. Ah mais libre à toi, David. Moi ne se prononce pas. Elle est pas si gênée. Mais par contre, c'est là où t'as assez raison, Rafik, c'est que vraiment il y a une portée messianique, et ça c'est apporté par le prisme des enfants. Alors évidemment, on peut reprocher ça parce que c'est pas exactement, c'est pas le personnage Rogue du 2, il a un peu évolué, et du coup en fait c'est ce que tu disais, comment apprécier le 3, c'est ce que tu me chuchotais, comment on peut objectivement apprécier le 3. Je pense qu'il faut le voir vraiment comme si c'était Jésus avec des couilles, tu vois. C'est un mec qui vient faire ça. Parce que tu sous-entends que Jésus n'avait pas de couilles. Et celui-là il est quand même sacrément burné. Et je pense que c'est vraiment une manière un peu ok pour apprécier ce film. Quelqu'un me suggérait que c'était dans le public, que c'était les bases posées. S'il peut intervenir, ça serait intéressant. Quelqu'un dans le public veut parler de Mad Max 3 ? Il n'y a aucun problème. Est-ce que c'était un choix de Miller que le film soit presque plus cartoonesque en fait sur certaines scènes d'action, comme je pense à cette espèce de le mec qui a un double visage avec le visage au-dessus là, qui reste coincé sur l'avant de la locomotive après l'explosion. Enfin, est-ce que c'était, je sais pas si c'était un choix de sa part ou. C'est Rafik qui va répondre sans doute. Ce film-là, c'est le film de l'acceptation par les majors hollywoodiennes. L'année d'avant, Miller a réalisé un film un sketch en l'occurrence aux États-Unis. Il faisait partie du triptyque. Non, c'est pas un triptyque, c'est en 4 sketchs. Bon, je sais pas comment on appelle ça. Tétralogie. Voilà. La 4e dimension, qui était produit par Spielberg avec John Landis, Joe Dante, et donc Miller avait réalisé le dernier sketch, qui, soit dit en passant, est à mes yeux un pur chef-d'œuvre. C'est celui avec le Gremlin ? Cauchemar à 20 000 pieds, qui se passe intégralement dans un avion. À l'époque, il y a un critique intelligent, parce qu'il en existe, qui avait dit qu'il fallait avoir eu un coup de génie pour prendre le spécialiste des grands espaces de Mad Max 2 pour l'enfermer dans la carlingue d'un avion. On a l'impression que sa caméra bute contre les parois, et vraiment la claustrophobie était extraordinairement travaillée dans ce sketch. Bref. Donc, il sait qu'il y a une carrière hollywoodienne qui l'attend, et en même temps, un peu comme un avant préfigurant Peter Jackson, on va dire, il sent qu'il ferait bien de garder un pied bien ancré dans sa terre natale en Australie. Et Mad Max 3 est censé lui permettre de commencer à créer son mini-empire australien. Donc je pense que c'est un film qu'il aborde plus comme un producteur
que comme un réalisateur. Et j'ai oublié la question. Est-ce que c'était volontaire de faire quelque chose de plus cartoonesque, peut-être Ah oui, un peu plus grand public, et donc un peu moins violent du coup, Mad Max est devenu un tel phénomène que je pense que dans les négociations avec les majors, déjà à l'époque, on commençait à avoir ce problème de classification, et notamment la classification R était redoutée. On venait de créer, pour Indiana Jones et Temple Maudit avait été créé une classification intermédiaire qui était le PG-13. Donc je pense qu'il y avait aussi ce désir de ne pas dépasser certaines limites pour que le film soit PG. Donc ça a évidemment dû jouer. Ce que tu dis sur la question de la sédentarisation et comment on est passé d'une génération, parce qu'effectivement dans le 2, on a affaire à des individus qui ont vu leur monde disparaître. Là, on est arrivé à une génération qui n'a connu que ce monde-là et qui a naturellement créé qui est adulte du coup dans le 4. Enfin, c'est vraiment une grande majorité tous les Warboys, comme tu dis, sont nés a priori dans cette... Tout à fait. Et de voir comment en fait la transmission s'est faite. Il y a tout un jeu avec les logos, les marques, les mots de notre époque dans les Mad Max. Il y a une référence à McDonald's dans le 4 par exemple, mais là dans le 3, moi c'est un truc qui me fait rire, mais dans les années 80 c'était le règne des Master Blasters que portaient tous les blacks sur eux, quoi. Et on imagine bien que quelqu'un qui n'a pas vécu cette époque, qui soit de l'après-apocalypse, voit ce mot Master Blaster et pense que ça fait référence à deux choses différentes, d'où l'idée d'appeler Master et Blaster. Voilà, c'est ce genre de petite trouvaille qui est vraiment, je trouve, des trouvailles qu'on trouve plus souvent dans le comic book que dans le cinéma, donne aussi c'est pas juste un truc rigolo, ça nous dit quelque chose de la façon avec laquelle se sont transmises les mots, les valeurs, les idées dans une nouvelle cosmogonie. On n'a plus beaucoup de temps, on va continuer, on va essayer de terminer. Et quatrième et dernière étape. Ce code 3 que t'as épinglé, il y a quelque chose. L'aigle de la route. Oui, l'aigle de la route. Il y a un problème. Lequel? Ces petits copains, il paraît qu'ils sont à ta recherche. Oh, les motards? Oui, toute une bande. Eh ben, je les ajouterai à mon tableau de chasse. Énorme bonheur que ce Fury Road, moi c'est la 4e fois sur grand écran et je suis un petit joueur comparé à d'autres ici sur cette ligne, mais c'est à chaque fois le même pied, on ne s'en lasse pas, quelle puissance, quelle inventivité, tout ça on l'a dit d'un monsieur de 70 ans cette année, c'est quand même assez hallucinant. Stéphane? C'est le film de l'année, je pense pas qu'il y en aura... C'est le film de la décennie, mec. Voilà, c'est le c'est film ça, du siècle. Voilà, et le truc c'est que c'est un film surtout qui a... À ma connaissance, j'étais persuadé que le film allait pas forcément être bien pris par le grand public, et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Mais surtout, ce qui est, je trouve, très plaisant en 2015 aujourd'hui, avec un film comme Mad Max, c'est pas uniquement... C'est que les gens disent oui, c'est super parce que le film il a été tourné en pratique, c'est des vraies cascades, c'est des vrais... Certes. Le vrai truc surtout, c'est que c'est du visual storytelling, c'est de l'histoire racontée visuellement, ce qui n'existe plus dans les blockbusters hollywoodiens aujourd'hui. Ce que Mad Max a vraiment ramené au centre du blockbuster, c'est pas un genre pour moi, mais plaçons ça comme ça, des films à très gros budget, c'est la vision d'un auteur. Ce que tout le monde a d'ailleurs considéré, c'est-à-dire c'est ça, c'est moi ce que j'ai trouvé génial en plus dans la sortie, c'est que non seulement on a un film qui est génial, non seulement on a un film qu'on peut revoir je sais pas combien de fois, on a un film qui va infuser le cinéma tout court de ces 30 prochaines années, c'est évident. En fait, c'est ce qui remet le cinéma, les compteurs à zéro vis-à-vis du cinéma. C'est-à-dire, c'est pour moi, en tout cas, ma foi dans le cinéma, avec un film comme ça, elle revient parce que je sais que d'autres personnes vont pouvoir itérer dessus et faire autre chose avec ça. Alors que Jurassic World, c'est perdu d'avance. Mais je dis même pas ça. Enfin, c'est vrai. Le truc, c'est que Jurassic World, ça se base là sur Jurassic Park. Oui. Donc le truc, c'est que quand on va copier la copie, qu'est-ce qui va rester, quoi ? C'est ça le problème. Mad Max. Ça a beau effectivement être dans la mythologie de Mad Max, ça a beau être effectivement une itération de Mad Max 2, c'est un film que tu peux voir seul, à part, qui regorge d'idées visuelles incroyables, qui effectivement le langage, la façon dont on traite le langage, la façon dont certaines idées visuelles, on en avait parlé déjà dans nos ciné, tu comprends tout de suite d'entrée de jeu le personnage de Furiosa. Quand tu vois sa marque la marque que Max refuse de prendre justement au début, elle l'a, et tu comprends tout de suite leur relation. C'est bourré de choses comme ça. C'est juste un putain de grand chef-d'œuvre. Voilà. Daniel ? Comment passer après ça? Moi, je suis d'accord. Écoute, je suis d'accord. Ça te fait plaisir. J'ai écouté Meilleur parler il n'y a pas longtemps dans un podcast, et il disait qu'il regardait parfois le film, mais dans l'avion. C'est-à-dire sur la petite fenêtre toute pourrie devant lui, et parfois sans le son.
Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai re-regardé ce chef-d'œuvre par-dessus l'épaule de mon voisin dans l'avion il y a une semaine. Et c'est un film dont la narration est tellement bien faite que c'est vrai, tu peux enlever complètement le son et il colle complètement. Ma scène préférée, c'est quand même celle où Max prend le fusil de snipe, il tire ses balles, il foire ses coups. Et là, alors beaucoup de gens disent ouah là là, il n'y a pas eu de baiser. C'est pas un film d'hollywoodien où il y a un héros, il embrasse la fille, enfin un truc vraiment cliché. Il n'y a pas de clicheton comme ça. Lui, il loupe ses coups et là la fille elle regarde derrière lui, elle fait genre et Max est mauvais, il tire mal quoi. Et il comprend qu'il tire mal et il lui donne le fusil. Et là il lui prête son épaule pour tirer son meilleur coup. Et là, je trouve que j'ai vu tous les blockbusters de l'été. J'ai vu et Dieu sait qu'il y en a eu des pourris. Mais ça, je pense, c'est ma scène préférée de cette année au cinéma. Il y a une espèce de romance incroyable qui se fait à travers ce fusil. Je trouve ça, à chaque fois que je vois cette scène, je la trouve extraordinaire. Et c'est juste une extraordinaire scène parmi un film qui comprend que des scènes extraordinaires. J'adore ce film. Rafik. On va surrajouter à chaque fois. Ouais, surrajouter. Tu peux crier. Ouais, c'est toi le dernier. Il va hurler à la fin, faites gaffe. Hein. Non, alors, de façon un peu égoïste, ça a été un peu une revanche Mad Max Fury Road, parce que, avec mes collègues ici présents, notamment Stéphane, Yannick, ça faisait quelques années qu'on ramenait systématiquement le nom de George Miller à l'avant-scène, et on avait un manque de réaction en face de nous qui était ennuyeux et frustrant. Quand le film est sorti, avant même qu'il sorte, on commençait à avoir des articles de gens qui disaient George Miller retourne au Mad Max après un curieux crochet par le film pour enfants. Alors là-dessus, il faut être très clair. Il n'y aurait pas eu Mad Max Fury Road s'il n'y avait pas eu Happy Feet et Babe. Les deux Babe et les deux Happy Feet sont des films qui sont réellement dans la mouvance de ce que Fury Road raconte. Et sur les Happy Feet, c'est presque explicite. Encore une fois, on reparle de cosmogonie, on reparle de tribus qui sont organisées d'une façon assez particulière, d'une façon de nous présenter les personnages aussi plus par l'action que par le dialogue, etc. Et même si on commence à rentrer dans la thématique plus profonde, et notamment cette thématique mythologique, on retrouvera les mêmes éléments. Il ne raconte pas la même histoire, bien sûr, mais il raconte les mêmes éléments. Moi, j'avais fait, sur la critique du premier Happy Feet, un parallèle entre certains personnages qu'on retrouvait déjà dans Mad Max 3. J'étais loin de me douter que Fury Road continuerait à ce point dans cette voie. Et donc, c'est un peu une revanche parce que, comment dire, comme Miller n'a jamais été vraiment reconnu à sa valeur, clairement, que ce soit par les médias et même, je pense, par une grande partie du public, on avait du mal à faire comprendre la perte énorme qu'a été le projet JLA, que George Miller devait réaliser. Justice League of America. Voilà, il devait donc faire un film de super-héros, un énorme blockbuster de super-héros pour la Warner, qui était Justice League of America. Il y avait un casting qui avait déjà été fait, et les comédiens, quand on a su que le projet ne se ferait pas, les langues se sont déliées. On commençait à parler du projet puisqu'ils savaient qu'il ne se ferait pas. Et notamment de dire que c'était absolument stupéfiant, qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, que la pièce était couverte de storyboards. Tout le film était raconté quasiment plan par plan à travers ces storyboards. Et ça aurait été le plus grand film de super-héros de tous les temps. Quand on voit Fury Road, on peut avoir un aperçu de ce qu'on a perdu avec Justice League. Et c'est dommage à plus d'un titre, puisque je pense que si on avait eu un Justice League of America qui soit Fury Road, le visage du cinéma de super-héros aurait été, je pense, assez radicalement changé. Je pense que les gens auraient réalisé à quel point on se fout de leur gueule le reste du temps. Mais comme il n'y a pas d'autres films à la Mad Max qui se font, on peut continuer à dire « Ok, c'était génial Mad Max, maintenant retournons voir ces blockbusters de merde qu'on va voir régulièrement. » Mais bon, ça a quand même été une petite revanche de rappeler aux gens ce que c'est qu'un film d'action fait par un réalisateur qui a vraiment consacré sa vie à travailler cet art-là. C'est fait aux petits oignons. Il y a un boulot monumental au niveau du montage. On n'a pas assez vanté les mérites de la monteuse, qui a passé quand même 3 ans là-dessus, qui a fait un boulot absolument stupéfiant. Il a ramené à l'avant-scène, donc tu parlais beaucoup de musique tout à l'heure, il a ramené vraiment cette idée que le cinéma est un art musical, c'est un art du tempo, c'est un art du rythme, c'est comme ça qu'on raconte une histoire. Voilà, on parle d'économie de moyens, de façon de présenter les personnages très rapidement. On oublie que c'est pas nouveau comme art, quoi, que dans les années 40, les Raoul Walsh savaient déjà nous présenter un personnage
personnage en 2 plans, avec un tout petit détail, et boum, et on n'avait pas besoin de passer 1 heure dessus. Quand on voit que je sais pas, même des films avec lesquels on a grandi, qu'un Robocop dure 1h25, et qui te raconte tout ce qu'il te raconte, alors qu'à côté, tu as des blockbusters aujourd'hui de 2h30, où tu te demandes quand est-ce que ça va commencer. Voilà, donc Edgar Wright avait fait ce tweet que je trouvais absolument formidable. Tous les réalisateurs hollywoodiens un peu jeunes ont déliré évidemment sur le film. Ils parlaient du maître, ils parlaient de voilà, on est tous retournés à l'école et tout ça. Et Edgar Wright, il a eu ce tweet magnifique. Il a dit et maintenant qu'est-ce qu'on fait? J'espère qu'on fera des choses aussi belles. David. Comme quoi il faut. Et maintenant qu'est-ce que tu vas faire, David? Non mais comme quoi il faut écouter Rafik parce que moi en tout cas le choc qui a été le film a été aussi un peu à la hauteur du scepticisme que j'avoue avoir eu avant, parce que je détachais pas vraiment ce projet de tous les projets de reboot hollywoodien, et je me disais bon ok, pourquoi relancer la franchise Mad Max, quel intérêt, est-ce que c'est voilà, juste un truc pour faire du pognon, voilà. La scène de la tempête de sable et de couleurs dans la première partie du film, pour moi c'est un choc esthétique comme j'en ai eu peut-être 2-3 fois dans ma vie au cinéma, peut-être avec Matrix et 2001 l'Odyssée de l'espace. Voilà, pour moi c'est le cinéma, c'est extraordinaire. Ça me traverse complètement, et après le film a énormément de qualité sur tous les plans, mais il y a un moment où c'est pour moi tout simplement de la magie, quoi. Jean-Vic. Moi quand je l'avais vu, j'avais certainement un peu les mêmes interrogations que David à côté pour l'idée du reboot et tout ça. Mais en fait, peut-être le plus important, c'était Rafik qui le disait, c'est que moi, un peu profane de l'univers Mad Max avant, quand j'ai vu le film, je me suis dit, waouh, mais comment quelqu'un n'a pas pu m'expliquer avec des mots simples que ce George Miller, dont effectivement j'ai lu des critiques après, d'avant, on parlait avec un peu de distance, est un énorme réalisateur, quoi, est un des types les plus précis, les plus rigoureux dans la mise en scène. J'espère qu'après quelques années d'une Christophe Nolanisation du cinéma américain estival, on va peut-être avoir une George Millerisation pour au moins quelques années qui vont suivre. Souhaitons-le, ce serait bien. Yannick. Tu sais quoi, Yannick, je te demande de faire court en plus. Ouais, bon, là tu rêves, mec. Non, mais je peux essayer, mais. Non, je vais faire. Tout a été dit, de toute façon, ils l'ont tous dit très bien, chacun à leur manière. Et je n'enfermerai même pas les choses dans le cadre, par exemple, comme on peut dire des fois du film d'action ou dans son genre, tout ça. Enfin bon, pour moi, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, point. C'est au-delà d'un film d'action, c'est à la fois un film d'action, c'est à la fois un film philosophique, à la fois c'est un drame, à la fois c'est une tragédie, à la fois c'est tout ce que tu veux, il y a tout, ça condense tout. Les 2 phrases fondamentales du film nous ramènent à notre intimité d'être humain. Je veux dire, si on se rappelait tous de ces 2 phrases, c'est quand quelque chose est cassé, on devient tous fous, et à un moment donné, il faut savoir revenir en arrière. Je veux dire, quand on prend littéralement de manière, alors lacanienne, le film, c'est je pars d'un point A, je vais voir un point B, c'est non. On part d'un point A, on va vers un point B, puis à un moment donné, on se dit que peut-être on fait une connerie et qu'il faut qu'on aille réparer des choses si on veut se trouver. Donc il y a cette dimension extrêmement intime, qui se fait avec des grosses cylindrées, mais c'est extrêmement intime. Il y a un monde qui se construit de la même logique que Tolkien l'a construit ou que Jackson a réussi à le faire dans ses films, de te faire comprendre que c'est plus vaste que ce que tu vois. Ce fameux plan avec les mecs avec les échasses suffit. Un plan. Tu dis ok, d'accord. C'est toute la beauté de l'imaginaire que des années et des années de blockbusters rationalisés débiles font perdre aux gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Mad Max, aussi succès populaire soit-il, fait 3 à 4 fois moins que Avengers 2 et Fast and Furious 7, qui sont l'inverse de ça. Ils ne sont pas très rationnels. Ah mais c'est pas une question de rationaliser son histoire, c'est une question de c'est la rationalisation de ce qu'est l'être humain et de ses valeurs. C'est-à-dire te ramener à ton propre intérêt personnel aujourd'hui séculaire. C'est pas essayer de comprendre qu'est-ce qui nous fédère et qu'est-ce qui fait de nous des hommes. Et ça, c'est autre chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Est-ce qu'il y a une petite réaction dans le public? Il y en a même une deuxième.
derrière après. C'était une question, Une question. sur Vas-y. les origines. Il y avait Jean-Pierre Dionnet qui parlait en fait d'une anecdote, qui avait été invité d'ailleurs avec Philippe Manœuvre, c'est ça, sur le 3 pour les enfants du rock sur le tournage. Il disait que je crois que toutes les semaines, il y avait un fou qui arrivait au bureau de Métal Hurlant, c'était le fou de la semaine, et donc il y avait un homme qui était arrivé en disant qu'il avait produit le film d'un de ses meilleurs amis qui était dentiste ou médecin, il ne se rappelait plus. C'était en fait Byron Kennedy qui arrivait pour demander en fait le titre de Métal Hurlant pour Mad Max en échange de 10% des recettes. Donc il disait qu'il était passé à côté de dizaines de millions de dollars en pensant que c'était le fou de la semaine. Et d'ailleurs on revoit on voit sur l'esthétique du logo Mad Max que c'est un repris de Métal Hurlant. Je voulais savoir en fait comment Métal Hurlant a inspiré. Tu sais, la personne à qui Jean-Pierre Dionnet a dit ça, c'est Rafik Djoumi qui est juste là, parce que c'est l'animateur de Beats sur Arte Créative, et c'était dans Beats d'ailleurs. Oui, c'est dans Beats. En fait, il l'avait déjà raconté à d'autres personnes. Non, par il écrit. l'avait jamais raconté. Voilà, bon, bref. C'était un inédit total. Mais personne n'écoute Dionnet. Oui, donc effectivement, à l'époque où il était à la tête des Humanoïdes Associés, il recevait régulièrement des gens complètement allumés. Il nous avait dit qu'il y avait des gens qui étaient persuadés que il y avait cette BD Gwendoline là, qui était une BD post-apocalyptique érotique. Et il y avait des gens qui étaient persuadés que dans les sous-sols des Humanos, il y avait des grandes partouzes avec des Gwendolines. Et en gros, ils voulaient faire partie du club. Voilà. Et c'était faux. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Et donc voilà, ils avaient cette tradition du fou de la semaine. En gros, des gens du plus taré qui étaient venus les voir cette semaine. Et donc, il avait ce gars qui était presque une espèce de crocodile Dundee, qui est arrivé avec un chapeau de cow-boy, des bottes crocodile, la totale, et qui lui disait je vais faire un film avec quelqu'un qui n'a jamais fait de film, je vous donne 10% et on va appeler ça Métal Hurlant et ça va être génial. Et il l'a raccompagné parce que il pensait que c'était le fou de la semaine, voilà. Mais Miller n'étant pas rancunier, il les a invités effectivement sur le tournage du 3. Et donc sur l'influence de Métal Hurlant, parce que c'était la question. Et où là c'est off the record, ils allaient tranquillement fumer leur bédo dans le désert. Ah bah d'accord, bravo. Avec un Mel Gibson qui ne fume pas de hashish et qui remplace ça par l'alcool. Et sur l'influence de Métal Hurlant, Rafik, graphiquement, on va dire sur. Bah Mad oui, Max, effectivement, le genre post-apo existait avant Mad Max, évidemment. Il existait dans la BD, il existait au cinéma. C'était un genre beaucoup plus là pour le coup justement sociétal, politique, etc. Et notamment en France, on avait cette BD qui s'appelait Jérémia, qui a commencé la même année que Mad Max. Voilà. Dont on trouve encore des échos. On trouve des échos de Jérémia dans le jeu vidéo Fallout notamment. Et il y avait eu ce film qui s'appelait A Man and His Dog, qui était ressorti en vidéo sous le titre Apocalypse 2024 avec un mec. Johnson, non? Comment? C'était pas Don Johnson qui était dans ce truc-là? C'était quoi? J'ai plus le nom des comédiens en tête, mais il y a quelques trucs. Il y a toute une espèce de folie de l'après qui a servi pas mal dans les Mad Max. Mais là, pour le coup, on a affaire à un film vraiment contemplatif. C'est un mec qui se balade dans le désert, il a un chien qui parle. Bon. Okay. Et il va tomber sur une petite tribu qui tente de faire vivre le monde d'avant, sauf qu'ils ont tellement oublié que c'est le monde d'avant que c'est un monde complètement taré en fait dans lequel ils vivent. Ils ont les visages tout blanchis par de une espèce de peinture, etc. Et enfin bon, c'est vous verrez le film, quoi. C'est Don Johnson, confirmation. C'est vraiment Don Johnson. Oui, d'accord. C'est vraiment Don Johnson. Non, le jour d'après c'était un film d'apocalypse. C'était sur une guerre apocalyptique. Bon, bref. Donc pour répondre à la question portait uniquement sur ça. Métal Hurlant et Mad Max. Voilà. Au-delà de l'anecdote de Byron. Ils ont été invités du coup sur le plateau du 3. Ils en ont profité pour Manœuvre et Dionnet pour faire un making-of qu'on peut voir sur YouTube. Plutôt sympa parce qu'il sort un peu du cadre promo des making-of. Voilà. On a une dernière réaction. Allez. Oui, juste une remarque comme ça. Moi, c'est la première fois que je vois les 3 Mad Max du coup à la suite avec le dernier. Avant, j'avais juste vu le Mad Max quand il est sorti. Et t'avais jamais vu ni le 1, ni le 2, ni le 3? Non, voilà. Ah, c'est donc génial, c'est ça. la première fois que je revois les 3 et du coup quand j'avais vu Mad Max le 4 quand il est sorti, sans avoir vu ceux d'avant, là pour le coup je suis rejoint tout à fait l'aspect de l'auteur, c'est-à-dire que on voit vraiment quelqu'un qui prend le temps de faire un film, un bon film, et un film en plus qui s'adresse à tout le monde.
Et en plus, on voit après les répercussions critiques que le film a eu. Je veux dire, les cahiers ont fait un bon papier dessus, France Culture en a parlé derrière. Enfin bon, bref, ça, voilà, le film a bien marché. Et du coup, voilà, quand je me suis dit, mais du coup, voilà, il était à son 4e film, qu'est-ce que c'était avant, quoi. Et j'avais vu des photos des films d'avant, mais du coup, quand j'ai vu le tout premier, j'ai fait, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le premier. Enfin, je veux dire, entre le 4 et le premier, il y a une énorme différence. Et enfin, je veux dire, dans l'univers, on voit par exemple dans le 1, il n'y a que des motards, la voiture super tunée, on la voit juste à la fin. Alors que dans le 4, mais c'est totalement, enfin, ça part dans tous les sens, toutes ces voitures retapées, les motos et tout, enfin, c'est impressionnant. Mais pour autant, ce que je trouve extraordinaire dans le 1, c'est la mise en scène avec rien du tout. Et c'est hallucinant, on a l'impression de revoir des séries B des années 50, les premiers films de Tarantino, enfin... Bref, c'est pour le coup une vraie découverte. Et j'ai hésité à revoir encore une fois le 4, mais quand j'ai vu le 3, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut absolument que je revoie le 4 encore une fois, parce que pour le coup, non, le 4, c'est vraiment un très très beau film, voire le meilleur film de l'année. Donc voilà, merci au Grand Action pour ça en tout cas. Mais on les remercie aussi, puis merci à vous tous d'être venus, d'être restés nous écouter, puis notre temps est largement écoulé, voire complètement dépassé. D'ailleurs merci encore une deuxième fois à la patience du Grand Action qui va nous foutre dehors dans pas longtemps. Merci à Jules à la technique, au Grand Action, je le redis, à vous tous pour votre accueil. Retrouvez-nous un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, on s'appelle Nos Ciné à chaque fois, n'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions, et puis on vous dit à bientôt.